Bonjour tout le monde et bienvenue une nouvelle fois sur ce tutoriel fait par le studio Edna. Aujourd'hui, on va voir des astuces pour l'insertion de personnages sur Photoshop et 3ds Max. Alors dans cette vidéo qu'on va diviser en deux parties, on va tout d'abord parler d'intégration de personnages directement en 3D, ce qui vous permettra de bénéficier des informations de lumière de votre scène, ce qui permet d'avoir une intégration facile et rapide. Et en deuxième partie, ce sera pour les gens qui voudront tweaker eux-mêmes la position de leur personnage directement sur Photoshop par-dessus un rendu déjà fini. Alors voici notre scène 3D sur laquelle on va travailler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer un plane 3D, auquel on va donner des proportions humaines, notamment ici 1,80 m x 70 cm. Sur ce plane, on va assigner une matière qu'on va appeler cutout. Et dans cette matière, on va aller récupérer des photos sur un site où on peut trouver des cutouts. Alors celui-là, j'ai pris l'exemple rapidement sur Google. Ça s'appelle Monsieur Cutout, Mister Cutout. Je mettrai le lien en description. Il y a des abonnements assez sympas. Vous téléchargez l'image et vous l'assignez à votre matière, directement dans la diffuse. J'affiche ma texture. Je vais rajouter un UV parce que ça fonctionne pas très bien là pour l'instant. En utilisant la fonction bitmap fit, je vais récupérer les proportions de ma texture et il me suffira de manipuler le gizmo de l'objet pour m'assurer qu'on est bien sur la longueur mais pas sur la largeur. Alors puisque j'ai déjà des proportions sur mon plan, j'ai pas besoin de revérifier la taille de la personne, sauf que là j'ai rajouté un peu de largeur parce que les pieds du personnage sont écartés. Je m'assure que toutes les extrémités sont bien en place. Une fois que je suis satisfait de l'affichage de ma texture sur le plan, je copie ma diffuse et je la mets sur le champ opacité. Dans le champ opacité, je vais aller activer la fonction alpha, ce qui va me permettre de récupérer directement depuis le PNG son alpha. Pour petit rappel, un alpha, ça indique que tout ce qui est noir, ça va être invisible et tout ce qui est blanc, ce sera visible. Donc vous pouvez très bien les fabriquer sur Photoshop en usant de techniques de sélection. Si le cutout n'en dispose pas, mais en général, les bons cutouts en ont tous. Alors les bordures blanches comme ça peut arriver très souvent lorsqu'on fait des rendus en utilisant une passe d'opacité. La petite astuce que je vous donne, c'est de supprimer le blur, la fonction blur dans le bitmap. En général, à 80% du temps, ça va réduire l'effet de cette petite bordure blanche qui est due au fait que l'opacité n'est pas tout à fait synchronisée avec la diffuse. Je ne sais pas si c'est un problème d'aliasing, mais en général, enlever le blur, ça permet de supprimer cet effet de petite bordure blanche. Ça marche aussi pour les arbres. Les feuilles, pardon. Alors là, je vais créer un demi et c'est là que l'astuce commence. Ce demi va me permettre en fait de donner une contrainte de lookat à mon plan 3D. Alors ne vous inquiétez pas, quand vous faites le lookat, c'est normal parce qu'on a donné des informations de rotation à l'instant à l'objet, donc il va falloir le tourner une nouvelle fois, mais à partir de l'édit poly pour s'assurer que le pivot ne change pas. Alors il faut bien s'assurer que le demi est de face parce que sinon la technique ne marche pas. Maintenant vous pouvez bien voir que le lookat vous permet au demi de décider dans quelle direction va se tourner la normale du plan. Ce qui fait que chacun de ces plans que je vais dupliquer, qui gardent bien sûr la contrainte, vont tous se tourner vers le demi. Et c'est là que ça devient très intéressant parce qu'il est important pour un personnage 2D plaqué sur un plan d'être orienté vers la caméra. On va tout de suite faire le test en rajoutant une caméra à notre scène. Je vais synchroniser la caméra avec le demi.
Je vais linker le demi sur la caméra et maintenant je vais manipuler ma caméra. Je vais mettre la caméra sur les autres viewports pour que vous puissiez voir ce que ça fait, ce que ça donne comme résultat. Alors pour l'instant, je n'ai pas remplacé les textures, c'est le même personnage qui est représenté sur chacun des plans. Par contre, ça vous permet déjà de voir que où que je place la caméra, mes personnages sont toujours de face. Alors à aucun moment donné, lorsque je lancerai le rendu, je ne verrai de personnages à plat ou distordus. Alors comme je le disais au début de la vidéo, ce qui est vraiment sympa avec cette technique, et on va y passer tout de suite, c'est que lorsque vous lancez les rendus, c'est complètement magique. Vos objets, là j'ai choisi de nous paramétrer une petite scène intérieure avec différents personnages. Nos objets, nos textures qui ont été paramétrées exactement comme on l'a fait précédemment, récupèrent les informations de la lumière tout en restant face à la caméra. Et ça peut juste vous faire gagner des heures où vous allez rechercher les proportions de votre personnage par rapport à la perspective, ce qui peut être très rapidement compliqué. Il y a un gain de temps énorme à les placer directement en 3D. Alors comme tout à l'heure, j'ai oublié d'enlever comment ça s'appelle, le blur dans la texture. On va l'enlever tout de suite. Alors en général, moi je l'enlève sur les deux, mais c'est souvent l'opacité qui fait défaut. J'enlève pour toutes les textures. Malheureusement, on ne peut pas mettre les textures en instance parce que les deux textures, même dupliquées, ont des paramètres différents. Alors voici déjà un premier rendu de ce qu'on peut obtenir en utilisant cette technique. Lorsque vous utilisez cette méthode, il faut surtout s'assurer que les UV sont bien travaillés et que chaque texture a été vérifiée par rapport à sa proportion initiale, parce que ça peut arriver que des bots apparaissent par-dessus les têtes des gens. Ça, c'est à cause du tile. Donc il faut bien travailler au niveau de l'assignation de la texture et des UV. Mais là, déjà, on peut avoir un très beau rendu. Alors très rapidement, je vais vous montrer comment on paramètre un Material Wrapper. C'est l'équivalent du Matte Shadow sur Viré. Il suffit d'avoir un base Material avec des réflexions par-dessus, pas trop fortes bien sûr, de renommer les deux et de rajouter un Material Wrapper par-dessus. Alors quelle est la fonction d'un Matte Shadow pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout? Ça va me séparer au niveau de l'alpha tous les objets auxquels je vais assigner cette matière, des objets auxquels je n'aurais pas fait d'override. Ce qui me permet d'obtenir une alpha au niveau du rendu et qui me permet de faire des incrustations tout en gardant mes réflexions et mes shadows ou ombres en français. Alors là tout de suite, ça se comporte pas très bien avec le viré sky, donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon viré sky et je vais l'assigner dans un viré dôme et je vais désactiver la visibilité. Alors on va laisser le rendu tourner un tout petit peu pour voir le résultat, mais c'est juste un petit bonus pour ceux qui aimeraient pouvoir tweaker leurs personnages mais pas les avoir directement incrémentés dans la 3D. Hop. Alors voici les rendus que j'ai fait tout à l'heure. Simple petite démonstration, même si ce n'est pas vraiment la technique que je voulais montrer. J'ai fait un rendu à vide de la salle et un rendu solo, celui qu'on a vu tout à l'heure. Je fais un CTRL A pour récupérer toutes les informations dans mon image à incruster. Je fais un CTRL C pour copier. Je rajoute un calque vide ici et je fais un CTRL V. Voilà.
Et ce qui est sympa, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous pouvez ajuster indépendamment le fond et les personnages incrustés tout en bénéficiant des informations de lumière. Mais voici la version plate et comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est assez puissant et je vous recommande cette technique. Pour la deuxième partie de cette vidéo, on va parler un peu méthode 2D. Alors le premier conseil ou astuce, ça dépend de comment vous le considérez, que je vais vous donner, c'est de bien choisir vos images, de vous assurer, surtout en 3D parce que c'est toujours la 3D qui est le plus flexible, de vous assurer en 3D que votre perspective est exploitable. Alors là, je vérifie que j'ai bel et bien des lignes droites, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, en général, si votre 3D ne vous permet pas d'afficher des personnages dans ce style, je vous conseille d'opter pour l'option 3D. En tout cas, si vous avez des lignes droites, comme c'est le cas sur cette vue-ci, ce sera très très facile d'estimer la profondeur de l'image et de juger des proportions que les personnages doivent prendre. Alors là, je vous indique à quel point c'est facile lorsque vous êtes sûr de ce que vous faites. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les paramètres 100, votre perspective est exploitable. Souvent, c'est une perspective droite à vue d'homme. Très souvent aussi, ce seront des caméras qui tourneront autour de 28 mm en focale à 35 mm, voire 50 mm. En général, ces focales-là sont très exploitables pour y afficher des personnages. Alors là, j'ai récupéré un Wirecolor. Wirecolor, c'est une des passes de rendu que je préfère parce que ça me permet en fait de récupérer des sélections et ça me fait gagner un temps fou. Alors là, je fais un invert sur ma sélection que j'ai récupéré depuis le Wirecolor et je crée un masque à partir de ma sélection en cliquant sur le bouton Add Mask à droite, à côté de la rangée où il y a le bouton Nouveau calque. Je vais faire de même pour le deuxième personnage ici à gauche. En deuxième partie, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer les réflexions en dupliquant mon calque et en faisant un invert vertical. Ça vous permet en fait d'avoir une sorte de miroir de votre personnage déjà détouré. Je mets en ordre mes calques. Ça permet déjà de fonctionner plus vite, mais aussi d'être organisé. De s'assurer que lorsqu'il y en aura beaucoup, on ne se gourre pas au niveau des retouches, parce que c'est toujours bien de garder les calques et de ne pas les aplatir. Donc, s'ils sont renommés, c'est encore mieux. Alors, ce que je fais, c'est que je mets un masque dégradé sur l'opacité sur l'image dupliquée. Je vais faire pareil sur ce personnage-ci. Je le duplique, alors là, ça va pas être parfait, mais c'est toujours pour vous montrer à quel point c'est fluide lorsque on est sûr de ce qu'on fait et qu'on a bien choisi notre perspective et nos personnages. Alors je passe beaucoup plus de temps à choisir les cut-out et à m'assurer que la perspective soit cohérente avec mon choix, plus que à l'ajout lui-même. Il y a beaucoup de gens qui perdent beaucoup de temps à repeindre les informations de lumière. Alors ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Le moins il y a d'informations de lumière sur vos personnages, le plus facile ce sera au niveau du montage des incrustations. Alors je reproduis la même action sur le dernier personnage qui touche le sol. Toujours même action, je mets un masque dégradé, je mets le calque en multiply, en produit, je réduis l'opacité à 25 à 45% et je m'assure que toutes les proportions des personnages présents dans la scène sont cohérentes. Ah, j'ai fait une fausse manipulation.
multiply 45%. Voilà. Alors, de temps en temps, ça peut être sympa de rajouter du motion blur sur ces personnages, mais avant de le faire, je vais m'assurer d'abord qu'il soit au bon niveau par rapport à l'espace supposé en 3D. Je vais inverser le masque et je vais aussi découper cette zone pour simuler l'impression qu'il est derrière la porte, le pan de porte. Alors voici l'effet dont je vous parlais tout à l'heure. Je rajoute un motion blur. L'effet motion blur, qui est flou de mouvement en français, se trouve dans filtre, flou et flou de mouvement. Alors là, j'en rajoute un très très faible parce que la personne, dans le mouvement qu'il fait, dans le personnage, dans le mouvement qu'il fait, euh, c'est assez léger, donc je ne peux pas mettre un gros motion blur au risque de faire penser que c'est une voiture qui roule à toute vitesse. Alors ce qui est sympa là, c'est que j'ai mis dans un même groupe tous les personnages qu'on a ajoutés avec leurs réflexions. Et par-dessus, j'utilise un filter color pour m'assurer qu'il y a la même teinte entre les personnages que j'ai incrustés. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce fond-ci parce qu'il était très jaune pour pouvoir démontrer à quel point c'est important de rajouter un filter color. Je mets un masque d'écrêtage qui est assigné au groupe où j'ai rangé tous les personnages. Encore une fois, je n'ai pas aplati les calques pour m'assurer de pouvoir corriger certaines choses au fur et à mesure. Là, je rajoute un petit niveau pour récupérer des informations d'ombre et rendre les choses encore plus cohérentes. Alors, j'ai regardé ce personnage à droite. Alors, je trouve qu'il mériterait un tout petit peu de motion blur, sachant qu'on a mis du motion blur sur le personnage à gauche. Ça permet en fait de rajouter de la crédibilité à l'image, sachant que c'est une image en fin de journée parce qu'on voit le soleil en fond et que normalement, si un photographe a pris la même photo, il a dû certainement utiliser une vitesse de fermeture assez lente, ce qui fait qu'il y a beaucoup de flou, même pour les objets qui ne bougent pas beaucoup. Alors là, j'ai aplati, puisque j'étais déjà assez satisfait, j'ai aplati les calques pour pouvoir faire un petit travail de colorimétrie. Alors, dans ce tutoriel-ci, on ne va pas beaucoup parler de colorimétrie. Par contre, ce que je peux vous conseiller en tant qu'astuce rapidement, c'est de rajouter un tout petit peu de netteté sur l'ensemble de votre image parce que ça va permettre de mélanger les pixels, ce qui va tout de suite marier vos personnages incrustés à l'ensemble de l'image 3D. Alors c'est à peu près tout en termes d'astuces parce que l'incrustation sur Photoshop, c'est déjà un sujet qui se fait beaucoup. En tout cas, j'espère avoir pu vous aider, surtout avec la première méthode. Si vous appréciez ce type de contenu, je le rappelle encore, n'hésitez pas à vous abonner. On va essayer d'en produire un toutes les semaines sur des sujets assez variants. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel sur la chaîne du Studio Edna.